Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré au programme européen BeGood. Nous en sommes aujourd'hui à la deuxième étape de notre série qui va retracer chaque lundi du mois de mars 6 ans de coopération et d'innovation au service des politiques publiques avec de la donnée, avec de l'open data. La semaine dernière, nous avons abordé la genèse et l'histoire du projet BeGood. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas assisté à ce premier webinaire, je vous signale que le replay est disponible sur la chaîne YouTube du programme et on va vous mettre le lien dans la discussion. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement d'un sujet qui n'est jamais simple, la coopération entre les collectivités et les entreprises, et tout particulièrement les startups. La coopération dans un cadre mouvant et dans un cadre par définition difficile à prévoir et à anticiper, à cadrer, notamment dans les marchés publics. La coopération au service de l'innovation. Avec un équilibre à trouver entre un donneur d'ordre soumis à des règles parfois rigides ou perçues comme telles et la volonté d'innover et de répondre à une problématique de politique publique, sans oublier l'objectif de créer de la valeur et de créer de la richesse. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du programme BeGood dont je vous laisse redécouvrir l'acronyme. Il s'agit bien de générer des opportunités et de créer de la valeur de façon explicite à partir de la donnée publique ouverte. Cette séquence nous permettra donc d'en savoir un peu plus sur la manière dont nos deux collectivités qui nous invitent aujourd'hui et tous les lundis pendant ce mois de mars, Orléans Métropole et le département du Loiret, la manière dont elles ont collaboré et innové avec des jeunes entreprises. Pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités qui vont s'exprimer à tour de rôle. Charles Moscovitz, qui est le cofondateur et le directeur général d'Eneo, une agence numérique qui œuvre pour la préservation et la valorisation de l'environnement. Edith Nuss, qui est cofondatrice et présidente de Nextérité, une start-up spécialiste des enjeux de mobilité. Et Sandrine Gérard, directeur des services au territoire du département du Loiret. Et enfin, maître Sherazade Aboub, avocate, expert en droit de la donnée publique et des montages innovants au sein des territoires intelligents. Avant de leur laisser la parole, je vous précise que ce webinaire est enregistré pour être diffusé comme les autres sur la chaîne YouTube du programme. Je vous précise aussi que nous garderons, comme la semaine dernière, une dizaine de minutes en fin de rencontre pour répondre à vos questions. Vous pouvez les garder pour la fin de la discussion ou les poser durant la table ronde dans le chat. Nous allons, alors que nous accueillons quelques participants encore, nous allons prendre le temps de les laisser s'installer. Nous allons tout de suite passer la parole à Sandrine Gérard. Sandrine, bonjour. Vous êtes directeur des services au territoire du département du Loiret. Votre direction accompagne les communes dans l'élaboration de leurs projets et vous avez suivi le projet BeGood pour le département depuis l'origine. J'aurai une première question pour vous. Nous allons parler du défi continuité du trafic que vous nous avez présenté la semaine dernière. Je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas présents qu'il s'agit d'imaginer un dispositif pour permettre de rassembler toutes les données utiles pour organiser la circulation, y compris en situation de crise. Et nous avons vu la semaine passée que ce programme est né pour partie suite aux graves inondations de 2016 auxquelles votre département a été confronté. Je rappelle aussi que les deux collectivités, le département du Loiret et Orléans Métropole, ont été candidates et lauréates du projet BeGood en 2016. Et pour construire votre dispositif de continuité du trafic, il vous fallait trouver un opérateur et il s'agissait, nous sommes donc début 2017, d'inventer un outil qui n'existait pas. Pouvez-vous nous expliquer comment les collectivités ont géré ce projet et comment est-ce que vous avez trouvé l'entreprise qui a porté ce premier prototype data? Bonjour à tous. Alors, vous avez raison, Jacques. Avant tout, il faut bien avoir en tête que l'action, pour nous, se passe il y a 5 ans déjà, bien avant le code de la commande publique et juste après des inondations assez marquantes ici. Donc, on est deux collectivités, vous le dites, on est le conseil départemental et Orléans Métropole.
on fait le choix de se regrouper de se regrouper en groupement de commandes et on fait le choix d'une procédure ensemble qui habituellement est pratiquée pour des concours architecturaux. On fait le choix d'un concours restreint de traitement de données pour construire un système d'information en temps réel des conditions de circulation, c'est bien cool. En fait. Alors, on se replace 5 ans en arrière, on fait ce choix-là. On avait aussi envisagé d'aller vers un partenariat d'innovation. C'était très récent, hein, c'était 2014, je crois, la création de ce mode d'achat. Assez récent, mais en fait, on a eu, grâce à Bigoud, des contacts avec des partenaires néerlandais sur ce partenariat d'innovation, parce qu'eux l'avaient déjà lancé. Et on avait collectivement, puisqu'on avait fait une réunion là-dessus, jugé que ce n'était pas tout à fait adapté par rapport à ce qu'on voulait faire, à notre projet dans Bigoud, parce que le nôtre était vraiment tourné vers l'opérationnel. Il n'y avait pas trop de recherche, voilà, d'aspect recherche. Et puis, on était aussi très, très attentive au fait qu'en étant partenaire du projet Bigoud, il y avait une temporalité à respecter et qu'un partenariat d'innovation, voilà, ça durait un certain temps et c'était peut-être pas compatible. Donc, le choix a été fait d'un concours restreint. Vraiment, il faut, comme un concours d'architecture. Hein. Et on a fait ce choix aussi parce que ça permettait aux futurs candidats d'avoir une visibilité dès la première phase, dès le premier avis de publicité en 2017, une visibilité sur le montant du marché négocié. Et la valeur était affichée de 300 000 € à l'époque, qui serait ensuite signée avec le futur lauréat du concours de données. Donc, c'était la première motivation pour ce choix-là. Et la deuxième, c'était aussi de pouvoir donner une prime. C'est-à-dire, dans un concours d'architecture, on dédommage les compétiteurs, on va dire, ceux qui sont retenus après la candidature. Et là, on avait fait le choix, avec Orléans Métropole et nos élus, bien sûr, de donner ou dédommager avec une prime de 10 000 € pour permettre aux candidats, et notamment du coup aux startups, puisqu'on disait, les petites entreprises qui n'ont peut-être pas les reins solides, pas d'assises très fortes, au moins qu'elles puissent avoir un dédommagement, parce qu'on demandait la remise d'une maquette digitale animée, une sorte de pré-prototype, hein, quand même visuel. Donc, c'est du temps à passer. Voilà, donc 10 000 € qu'ils pouvaient avoir. Et aussi, c'était un gage pour nous d'avoir des œuvres de qualité, finalement, parce que dédommager, donc un investissement et un engagement d'un candidat. La procédure de concours, elle était assez classique, hein, puisque ce n'est pas une innovation dans la procédure, parce que c'est une procédure de concours classique d'architecture, en restreint. Donc, il y a une phase de candidature avec des critères spécifiques hein, que je ne vais peut-être pas détailler là, Jacques, parce qu'on pourra y revenir après, hein, mais il y avait dès la phase de candidature des critères assez innovants à l'époque, voilà, parce qu'on ne faisait pas référence à 3 ans de chiffre d'affaires. Enfin voilà, on savait qu'on pouvait et qu'on voulait avoir affaire à des jeunes entreprises. Donc des critères dès la phase de candidature et puis aussi des critères qui seraient déterminés après en phase de sélection. Et les critères de sélection des candidatures étaient déjà à 70% des capacités d'innovation et puis 30% les pertinences de référence au regard de l'objet du concours. Donc, on a eu 7 candidatures. Avec une commission et avec un jury, 4 ont été retenues, voilà, avec les critères qui avaient été fixés. Et puis ensuite, pour les 4 retenus, on n'appelle pas encore lauréat, hein, c'est des candidats, 4, on a à nouveau rédigé un règlement de concours, et là, qui est sous le règne de l'anonymat, vraiment comme un concours d'architecture. Donc, tout est anonymisé, c'est des couleurs, le vert, le bleu, le rouge. Et puis, avoir en tête, à l'époque, c'était assez innovant, il y a 5 ans, hein, tout était en anglais et en français, puisque c'était un concours international. Donc, on avait, nous, écrit toutes les pièces en anglais et en français, et les candidats devaient répondre aussi en anglais et en français. Et puis, donc, dans cette deuxième phase du point, on est avec 4 candidats anonymat. Donc, il y avait une première enveloppe, il devait y avoir une première enveloppe cachée, et il devait y avoir dedans une maquette animée, et puis un mémoire explicatif du projet, avec, voilà, pareil, une note avec un modèle d'affaires, avec la capacité organisationnelle, avec voilà, tout un tas de critères techniques. Je ne vais peut-être pas avoir le temps là, mais je pourrais répondre aux questions après. Hein. Voilà. Et puis, on avait fixé les critères qui permettaient de juger les livrables présentés avec un jury. Je pourrais le détailler après. Voilà, avec des points, hein, un nombre de points. Bon, c'est classique, hein, pertinence des propositions, l'originalité,
la soutenabilité du projet et de leurs solutions. Donc le développement, il fallait que le candidat développe ce qu'il pouvait faire en développement d'activités économiques, la viabilité économique, la capacité à créer de l'emploi. On était aussi dans des contraintes Bigoud, avec un engagement pris auprès de l'Europe de retenir, en tout cas d'aller au plus vers le développement de marchés futurs. Donc on devait s'assurer que le candidat avait compris la commande, avait compris dans quel esprit il devait travailler. D'accord, Voilà. Sandrine, c'est Oui. extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de procédure dans des projets de type data, des projets d'innovation, des pilotages de projets numériques. Nous allons dans quelques minutes entendre l'entreprise Nextérité, puisque c'est l'entreprise lauréate. Mais d'abord, avec le recul, en tant qu'acheteur public, est-ce que vous pouvez esquisser d'ores et déjà quelques enseignements que vous tirez de cette procédure dans la relation justement entre la collectivité, les collectivités, puisque c'était pour le compte des deux collectivités, et l'entreprise lauréate? Oui, alors je sais qu'avec le recul, probablement que cette procédure, on ne l'utiliserait plus parce qu'il y a aussi d'autres possibilités offertes. Néanmoins, ce qu'on a pu, nous, ce que ça a garanti à l'époque, c'est qu'on a eu une diversité de candidats. Donc, le but était atteint, c'est-à-dire on avait à la fois des grandes entreprises et puis on a une extérité. Edith pourra en parler tout à l'heure. Donc, les critères choisis et l'analyse ont fait que vraiment, là, on a coché cette case-là de ne pas avoir affaire qu'à des… parce que le montant du marché derrière était annoncé à 300 000. Donc, on aurait pu penser que ça ne pouvait concerner que des grandes sociétés. Donc, voilà, diversité de candidats. Ensuite, on a pu avoir, c'était important pour l'aspect élu dont on parlera peut-être tout à l'heure, une visualisation d'une maquette. C'est-à-dire on a pu avoir une sorte, voilà, on a visualisé tout de suite un peu ce que le candidat nous apporterait. Et parce qu'il y avait un aspect, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais un aspect usager, prise en compte de l'usager, l'expérience utilisateur. Donc ça, c'était un critère important. Donc avec la maquette, on pouvait, et avec cette procédure, on a pu voir si le candidat s'était déjà projeté dans cette méthode-là de expérience utilisateur, etc., et ergonomie. Ensuite, on a eu aussi avec le recul une implication forte de nos élus parce qu'il y a eu un jury international, donc c'est les élus du département, puisqu'il était coordinateur, qui ont, voilà, la commission d'appel d'offres s'est constituée en jury, et donc on a vraiment eu une implication des élus qui étaient tous là, dans une forme assez innovante, j'en parlerai tout à l'heure peut-être. Et puis une souplesse dans la mise au point du marché négocié, c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est-à-dire qu'on annonçait que le lauréat signerait un marché négocié, donc on a pu avoir une souplesse après dans la mise au point du marché, il y a eu voilà, comme dans une procédure de marché négocié finalement. Mais on a cheminé tout au long avec le candidat, c'était assez intéressant. Et puis Merci. aussi, oui, vous m'arrêtez si je suis trop longue. Terminé, Sandrine. Et c'était aussi, alors là je rejoins le projet Bigoud, c'était aussi cette procédure qui n'avait jamais été faite sur des données, sur des architectures, oui, des projets, mais pas des données. C'est aussi une façon de montrer, nous, Français, dans le projet Bigoud, on était un peu suiveurs, on était un peu à la traîne par rapport à Dublin. C'est aussi une façon de montrer qu'on était très dynamique, que tout de suite on se mettait dans un cadre international avec un jury international, avec une procédure innovante de marché. Voilà, donc ça, c'était aussi une forme de dire, ben voilà, on n'est plus trop suiveurs, on vous montre un peu le chemin pour, et d'autres l'ont suivi après pour un jury international avec des partenaires. Merci beaucoup, Sandrine. On aura certainement d'autres questions avec vous tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à Edith Nuss. Bonjour, Edith. Vous êtes cofondatrice et présidente de la société Nextérité. Vous avez construit, avec le département du Loiret et Orléans Métropole, une réponse technique à ce défi, continuité de circulation des personnes et des biens en temps réel, dans le contexte d'achat public, dans le contexte juridique et technique qui nous a été présenté à l'instant. Peut-être simplement pour les participants à ce webinaire, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter votre société Nextérité et nous décrire ce que sont les deux applications qui sont nées de cette coopération dans le cadre du programme Bigoud, les applications Via Pro et Via Facile. Oui, bien sûr. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Donc, à Nextérité, on exploite les technologies de l'intelligence artificielle et de l'analyse sémantique pour des informations de mobilité et faciliter l'action collective. Notre idée, la philosophie, c'est que tout le monde a un bout d'information sur ce qui se passe sur un territoire, sur une route, sur une ligne de transport public. Et notre objectif, c'est de fusionner tout ça pour avoir
une meilleure information en temps réel, partagée par tous et qui permet d'agir. Donc, on a créé la société pour ça. On est maintenant 7 personnes. On est basé à Paris, à Berlin, avec des clients en France et en Allemagne, aussi aux Émirats. Donc, on a répondu à l'appel d'offres Bigood. Quand on a répondu, on avait surtout une solution qui était axée, dédiée au transport public, Next Alert, qui analysait en temps réel les messages des voyageurs sur les réseaux sociaux, utilisés par Deutsche Bahn ou SNCF. Et l'appel d'offres Bigood nous a donné l'idée de coupler ce moteur de fusion de données avec une gestion cartographique. Et ça permet la création de 2 solutions. Donc, Viapro, qui est un produit final pour les professionnels, qui regroupe des informations issues de plusieurs dizaines de sources, utilisées notamment par les entreprises de BTP d'Orléans Métropole ou par les agences territoriales du département du Loiret. Et puis aussi un produit grand public, qui est un peu l'autre face de la même médaille, qui affiche les données validées sur Viapro et avec un niveau de détail moindre, et qui permet aussi le calcul de trajet multimodal. Alors, expliquez-nous, prenons le temps de découvrir ces 2 produits. Expliquez-nous un peu plus ce que sont ces produits. On voit bien qu'il y en a un qui est destiné aux professionnels, l'autre au grand public, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme données? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ces applications collectent et diffusent ensuite comme données? Alors, dans le cadre de l'appel d'offres Bigood, on était parti sur 5-6 données. On ne savait pas encore trop ce qu'on y en aurait. Ce qui nous a paru vraiment intéressant et étonnant, c'est quand on s'est mis à rencontrer, et aussi c'est ce que je pense que ce que permettait un peu ce marché, on a rencontré beaucoup de monde, des gens des différentes, au sein des 2 collectivités, puis vraiment plein de personnes, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de données que ce qu'on pensait. Et donc, à chaque fois, on avait 2 questions. Quelles sont les données qui vous manquent pour agir? Quelles sont les données que vous aimeriez avoir? Et puis, quelles sont les données que vous avez et qui pourraient bénéficier à d'autres? Et donc, petit à petit, ça fait que maintenant, avec Viapro, on a plusieurs dizaines de sources et on récupère aussi bien des données d'accidents qui viennent du SAMU que des données d'inondation ou des données des informations qui viennent des réseaux sociaux ou des données de travaux qui viennent des entreprises BTP, du département ou des arrêtés d'Orléans. Enfin, c'est extrêmement, ou même des données de Waze. Donc, ça a permis on a eu vraiment une dynamique. Pour Via Facile, on a des données qui viennent des parkings d'Orléans sur les places libres, des données qui viennent des bus, des données même sur le prix de l'essence dans les stations-service, qui en ce moment, c'est un sujet sensible. Donc voilà un petit peu ce que font ces 2 solutions, sachant que Via Facile, on s'est rendu compte en rencontrant des utilisateurs que les gens nous ont dit c'est super d'avoir toutes ces informations, mais si on n'a pas en même temps dans l'application un calculateur de trajet, ça ne va pas nous intéresser. Donc, dans le cadre du projet, finalement, on s'est rendu compte que d'abord, on avait beaucoup plus de données que ce qu'on escomptait. Enfin, à un moment donné, il y a aussi beaucoup de données publiques ouvertes. On est arrivé à un tableau, je crois qu'on avait 400 lignes de données. Enfin, donc on en a fusionné certaines. Et puis, ça a permis vraiment cette dynamique. C'était pour nous vraiment intéressant de voir que, au début, les gens, dans les différents services, se disaient bon, je sais ce que je donne, mais je ne sais pas ce que je gagne. Qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment? Montrez-nous déjà ce que vous avez, on va voir ce qu'on pourra mettre à disposition. Puis peu à peu, une dynamique s'est créée, puis chacun a eu la capacité d'abord de mettre en avant les données, tout ce qu'il faisait aussi, et puis aussi de bénéficier de celles des autres, pour une sorte d'échange gagnant-gagnant en quelque sorte, quoi. Pour que l'on comprenne bien, Edith, vous m'avez parlé d'un exemple que je trouve très intéressant, qui est la coopération avec le SAMU. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que ça se passe? Parce que là, on voit bien qu'il y a 2 applications, une pour les professionnels, l'autre pour le grand public. Mais concrètement, les données, elles partent de qui? Elles vont où? Comment est-ce qu'on les réexploite derrière? Alors pour le SAMU, en effet, c'était une source de données auquel on n'avait pas du tout songé, mais on a remarqué qu'il y avait un compte Twitter qui s'appelait SAMU45, donc sur Twitter, qui informait d'accidents, mais il n'y avait pas assez de détails pour que nous, on puisse l'exploiter géographiquement. Donc, via Twitter, on a contacté ce compte-là, qui s'avérait être celui du responsable informatique du SAMU45, et on lui a demandé si c'était possible d'avoir des données plus précises, et il a dit banco. Donc, on a mis en place un connecteur où on récupère maintenant en temps réel ces données, et lui nous a dit, ouais, c'est super, mais moi, ce que je voudrais pour mes ambulanciers, c'est plus d'infos sur les travaux en cours, parce que en fait, actuellement, ce qu'il faisait, il affichait tous les arrêtés de travaux dans un couloir des ambulanciers. Il me dit, de toute façon, les ambulanciers, ils n'ont pas le temps de les lire, ça ne leur sert à rien. Donc, lui, maintenant, de son côté,
s'est connecté à Viapro et récupère les données des travaux qui est intégrée maintenant sur l'application qui est celle des ambulanciers. Très intéressant. Comment ça se passe pour récupérer des données du SAMU? C'est quand même pas quelque chose qui se fait comme ça de façon spontanée. Là, on parle d'échange de données entre acteurs certes publics, mais vous avez aussi des acteurs privés qui sont partenaires. Il y a Waze, vous l'avez cité tout à l'heure, et on y reviendra très longuement lors d'un autre webinaire qui sera dédié à cette question. Mais comment ça se passe concrètement avec le SAMU? C'est un accord entre Nextérité et le SAMU, entre les collectivités et le SAMU? Comment ça fonctionne? Alors, peut-être que Sandrine pourra en parler mieux que moi. En fait, Nextérité n'est pas propriétaire des données. Les données appartiennent à leurs auteurs, à leurs sources. Donc, il y a une convention qui est en cours de signature entre le département et le SAMU. Nous sommes juste, nous mettons à disposition l'outil qui permet de faire fonctionner tout ça. Et ensuite, les données qui sont apportées donc par les professionnels qui signalent des incidents, des difficultés, des travaux, des interventions sur la voie publique, elles sont toutes systématiquement déversées dans Via Facile à l'attention des usagers de la route qui utilisent Via Facile comme navigateur? Oui, alors elles sont non seulement envoyées sur Via Facile, mais avec des données parfois un peu réduites, c'est-à-dire qu'il y a des données plus précises qui n'ont d'utilité que pour les gestionnaires, qui ne sont pas affichées pour le grand public. Et puis elles sont aussi envoyées vers Waze, là à la demande du département, pour informer, parce qu'il y a parfois une pratique, on s'est rendu compte que parfois les conducteurs regardaient plus leur application que la route. Et c'est aussi important sur le plan à la fois de la sécurité, à la fois des automobilistes, mais surtout des agents qui soient bien informés des travaux en cours sur la voirie. Très intéressant. On voit là des usages, des données de types différents. On voit bien le dispositif qui a été construit au fil de ces années dans le cadre du programme Be Good. Alors, j'ai une autre question pour vous, Edith, c'est que le programme Be Good, il a comme objectif de montrer comment l'utilisation de données, au départ, c'est un programme qui est focalisé sur les données en open data. On voit bien que vous êtes allé chercher d'autres données en complément des données en open data. Mais l'un des objectifs de Be Good, c'est de créer de la valeur, c'est de créer des activités à partir des données publiques qui sont mises à disposition, libérées, diraient certains. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de se dire, très bien, vous avez développé avec ce marché dont Sandrine nous a expliqué le mécanisme, avec ce budget sur fonds européens, ces deux applications, Viapro et Via Facile, elles sont aujourd'hui utilisées dans le Loiret, mais est-ce que pour votre entreprise, c'est un bon projet? Est-ce que ces applications, aujourd'hui, vous pouvez les commercialiser ailleurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Pour nous, ça a été très structurant. D'abord, on a énormément appris. On a aussi appris, grâce à la grande ouverture de la métropole d'Orléans et du département du Loiret, à travailler avec une collectivité, ce qui était quand même les cycles de prise de décision, etc. Enfin, c'est un petit peu différent. Et donc maintenant, Viapro est en cours de mise en place au centre régional de gestion de trafic de La Réunion. Il y a aussi la Bruxelles Région qui va le mettre en place, ainsi que la direction interdépartementale des routes Centre-Est qui l'utilise pour déclencher des interventions. Et là, on commence demain un projet justement avec Le Havre. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un peu la même dynamique. Il y a pas mal d'acteurs. Il y a Le Havre Métropole, le département de la Seine-Maritime, le port autonome, la direction interdépartementale, la CCI qui gère les ponts, aussi le gestionnaire d'autoroute. Tous ces gens-là se sont mis autour d'une table en disant moi j'ai ça, mais je voudrais ça. Et c'est Viapro qui fait en quelque sorte la plateforme qui échange, qui permet par exemple, qui va permettre au département d'afficher sur les routes départementales des informations sur les ponts qui sont fermés dans le port et qui en général créent des bouchons au niveau de la route départementale. Donc pour nous, Viapro est un produit et Via Facile aussi sont des produits qui apportent du chiffre d'affaires à notre entreprise tous les jours. Objectif atteint aussi sur ce plan-là pour votre société et par rapport à l'objectif du programme Be Good. Nous allons maintenant entendre le témoignage de Charles Moscovitz. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Eneo, agence numérique spécialisée dans la réalisation de projets de valorisation du patrimoine. Vous avez conçu pour la métropole d'Orléans une autre application, l'application Foxtrot, qui était la réponse à l'un des autres défis du programme Be Good, le défi découverte de patrimoine naturel et touristique. Première question, Charles, pouvez-vous à votre tour nous pitcher Eneo, nous présenter votre société?
Ok, oui, bah, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Donc, la société Néo, en fait, c'est une agence numérique qui a pour but alors, trois buts, de se reconnecter à la nature, de restaurer aussi, de valoriser le patrimoine naturel et du coup, bah, d'accompagner aussi tous les acteurs qui s'engagent dans cette dynamique-là. Donc, on est vraiment à l'interface entre le numérique, les outils numériques et tout ce qui est environnement, biodiversité. Donc, globalement, on a trois grosses activités. Il y a d'une partie tout ce qui est conseil et accompagnement, justement, aux entreprises, aux structures publiques, sur comment le numérique peut aller dans ce sens-là, donc sur la valorisation du patrimoine. On peut aller aussi jusqu'à du développement vraiment d'outils spécifiques pour nos clients. Donc ça, c'est la deuxième activité. Et puis la troisième activité, c'est aussi que nous, on développe en interne des produits sur étagère qu'on peut du coup proposer clé en main à nos clients. Voilà. Donc ça, ce sont nos trois activités au sein de la structure. Merci. Alors, vous êtes une entreprise basée, je crois, à Montpellier. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Orléans? Comment est-ce que vous avez pu vous positionner pour répondre à cette demande d'Orléans Métropole de disposer eh bien, d'une société capable de développer ce nouvel outil donc, qui s'appelle Foxtrot? Je le dis à l'ensemble des participants, on va patienter un tout petit peu, mais vous allez nous présenter Foxtrot dans quelques instants, qui est également une application très intéressante et qui, par ailleurs, a été primée il y a de cela quelques jours. Alors, comment est-ce que vous avez pris pied au sein du programme Bigoud? Alors, en fait, c'est parti d'un mail d'un ami qui nous a dit regarde, j'ai trouvé cet appel d'offres, ça a l'air d'être dans votre scope, il y a du numérique, il y a de la nature, voilà, est-ce que vous voulez y participer? Donc, ça, c'est au moment où on était encore incubé dans un incubateur du biotourisme. Donc, on s'est dit, on a effectivement étudié l'appel d'offres et plusieurs choses étaient ressorties. C'est d'une part, effectivement, ça correspond vraiment au scope qu'on avait, hein, au savoir-faire qu'on avait au sein des Néo. Et puis, du coup, l'appel d'offres était tourné sur le développement du coup, de balades numériques pour valoriser du coup, le patrimoine naturel. Et donc, ça, c'est un des produits que nous, on avait déjà développé en interne au sein des Néo. Donc, en fait, on s'est dit, si on n'y va pas, concrètement, il risque d'y avoir un nouveau concurrent qui va sortir de l'appel d'offres. Et donc, non, il faut vraiment que nous, on se positionne, même si on va dire dans les petites lignes, il y avait aussi cette notion de, OK, on veut des balades numériques, mais on veut aussi potentiellement ouvrir la porte à d'autres solutions. Voilà. Donc, c'était un petit peu flou au départ, en effet, l'appel d'offres. Et on a quand même décidé de se… Ouais. Avant de détailler, de présenter Foxtrot, puisque tout à l'heure, Sandrine Jarre nous a expliqué la manière dont, sur l'autre défi, l'achat de la prestation avait été organisé. Là, c'est un petit peu différent. Si on se replace à l'époque, il y a 5 ou 6 ans en arrière, vous êtes une petite start-up. Il y a un appel d'offres. C'est un appel d'offres ouvert et vous vous lancez pour répondre à une consultation de ce type-là. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un appel d'offres, enfin procédure adaptée. Donc, du coup, ça nous a fait un petit peu peur, hein. En étant start-up, on n'a pas forcément un chiffre d'affaires très important, etc. Et donc là, ce qui nous a rassuré aussi, c'est qu'il y avait justement cette volonté d'ouvrir potentiellement à des structures qui n'avaient pas beaucoup d'ancienneté ou qui n'avaient pas un chiffre d'affaires particulier, etc. En plus de l'aspect justement on va dire assez libre du projet finalement. On s'est dit, c'est comme si, alors c'était pas spécifié, mais c'est comme s'ils recherchaient justement des startups à travers l'appel d'offres. Donc on s'est dit, voilà, faut absolument y aller. Nous, on a envie de ça, on a envie de travailler sur des nouveaux projets. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc pour nous, c'était la première fois vraiment qu'on répondait à un gros appel d'offres d'une métropole. Donc vraiment, ça nous a permis aussi de nous structurer, de mettre vraiment noir sur blanc nos savoir-faire, ce qu'on proposait, etc. Donc pour nous, c'était quand même un gros challenge, hein. En tout cas, au départ, la réponse à l'appel d'offres était déjà un gros challenge pour nous. Très bien, je vais vous laisser maintenant nous présenter Foxtrot en insistant aussi sur la dimension des données, comme a pu le faire Edith avec Nextérité. Je mets à l'écran la présentation de l'application et puis je vous laisse nous présenter ce produit des Néo. Ok, très bien. Donc, Foxtrot, en fait, c'est un générateur d'itinéraires personnalisés donc, qui a pour but finalement de transformer les trajets quotidiens en autant d'expériences de découverte du patrimoine.
Donc, on n'a pas vocation à créer, par exemple, des randonnées sur mesure. Voilà. C'est plutôt vraiment dans les trajets quotidiens pour aller d'un point A à un point B tous les jours. Plutôt que de prendre le trajet le plus court en distance ou en temps, comme le propose par exemple Google Maps, l'idée là, c'est vraiment de se dire, il faut que mon trajet en même temps, il me soit utile. Utile dans le sens, je vais apprendre des choses, je vais me reconnecter à tout ce qu'il y a autour de moi, mon patrimoine. Donc, Foxtrot propose des itinéraires qui permettent de se reconnecter justement à aussi bien à la nature, le tourisme, en fait, à multi-thématiques, suivant donc là le choix vraiment de l'utilisateur. Et quitte à faire voilà, un petit détour de quelques minutes, en tout cas, le trajet devient plus agréable que si on avait fait le trajet le plus court en distance ou en temps. Donc Foxtrot, il est adapté aussi bien pour la partie, pour une mobilité piétonne ou alors vélo. Et puis, au départ, on avait orienté Foxtrot sur l'aspect valorisation du patrimoine naturel. Et puis, fort de cette expérience-là, qui a plu aussi bien à la métropole qu'aux citoyens, ensuite, on s'est dit, pourquoi pas le diversifier aussi sur d'autres thématiques, comme par exemple le tourisme, les producteurs locaux, ou alors faire aussi des itinéraires plutôt au calme, par exemple. Voilà. Donc Foxtrot, en fait, c'est pas une application en tant que telle. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Foxtrot, c'est comme une boîte noire, finalement, qu'on va pouvoir connecter à de multiples outils de la métropole. Donc l'idée était vraiment là aussi, c'était de se dire comment on amène ce service-là jusqu'aux utilisateurs. Alors, on aurait très bien pu faire une nouvelle application, mais là, ça veut dire concrètement, on est en concurrence justement avec du Google Maps, par exemple, et il faut énormément de force marketing pour faire connaître un outil comme ça. Donc l'idée, c'était plutôt de se dire qu'est-ce qui existe déjà dans l'écosystème de la métropole et comment nous, on peut apporter ce service-là aux services déjà existants dans la métropole. D'où le fait de l'intégrer notamment à l'application Destination Orléans ou encore au site internet de tourisme de Orléans Métropole. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être encore une question, puis on reviendra certainement tout à l'heure en fin de séance sur d'autres aspects. Notamment, je sais que vous avez participé et animé un certain nombre d'outils de co-design avec les citoyens. Je crois que c'est un point important du projet. Mais auparavant, pour rester sur le cœur de notre webinaire, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez vécu les choses en tant que chef d'entreprise? Quel regard vous avez porté sur la collaboration avec des collectivités dans le cadre d'un projet européen d'autre part, en étant une start-up? On entend souvent des responsables de start-up nous dire c'est difficile, on n'y arrive pas, ou on fait un POC, mais après, on est mis un petit peu à l'écart. On en reparlera tout à l'heure avec Maître Sherazade Aboub. Voilà, comment est-ce que vous avez vécu ce partenariat dans la durée, les aspects positifs et puis peut-être les aspects un peu plus difficiles, un peu plus négatifs sur lesquels vous souhaiteriez attirer notre attention? Ok. Alors déjà, gros aspect positif pour nous, c'est la visibilité qu'on peut acquérir en tant que startup. Donc visibilité et puis aussi prise de confiance finalement dans effectivement le savoir-faire qu'on peut avoir, le fait de pouvoir répondre vraiment à des besoins comme ça de grandes métropoles françaises. Du coup, voilà, en termes de notoriété et de confiance dans l'entreprise, c'est très intéressant. Après, autre point, je pense positif, c'est finalement, on est tombé vraiment en phase avec les équipes au sein de la métropole, notamment Vanda qui nous a vraiment accompagnés sur tout le projet, avec qui la collaboration s'est vraiment très bien passée. On avait la même vision en fait du projet. Du coup, ça, pour le coup, ça a été vraiment une force entre guillemets, on s'est bien trouvé, je pense, sur ce projet-là. Et puis Nadine, pareil, qui était vraiment qui était force de proposition aussi, qui orientait le projet. Donc voilà, on s'est vraiment senti soutenu en fait à ce niveau-là, au niveau de la métropole. Et ça, je pense que c'est un des points qui était très important, c'est que on amenait des nouvelles idées, nous en tant que start-up, et globalement ces idées-là étaient bien accueillies. En tout cas, on en discutait. C'était pas non, c'est pas possible de le faire et il faut faire comme c'était prévu sur l'appel d'offres au début. Voilà, on était vraiment dans de l'échange, dans de la discussion. Donc ça a été très intéressant. Autre point intéressant, c'est justement sur la montée en compétences, nous, en interne aussi. C'est-à-dire nous, on est vraiment sorti de notre zone de confort. On est allé sur un projet qu'on connaissait pas du tout. Alors, on connaissait effectivement le côté numérique et environnement. Par contre, de partir d'une feuille blanche et de dégrossir tout un projet et de le créer de A à Z, pour nous, ça a été vraiment une grande source d'apprentissage aussi. Au point que on a
on a fait appel du coup à des compétences aussi extérieures hein, qu'on n'avait pas au départ dans l'entreprise, donc à tout ce qui est design de service et puis aussi très technique sur la génération d'itinéraires personnalisés. Voilà. Et puis, autre point important aussi, c'est l'échange avec des partenaires européens. Donc là, pareil, c'est quelque chose que, pour nous, c'était une belle opportunité aussi d'y aller avec la métropole d'Orléans, de découvrir d'autres acteurs à l'étranger qui, parfois, avaient aussi les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Donc, un échange de points de vue, échange de discussions de retour d'expérience, on va dire, sur ce que eux avaient mis en place, qui avait marché, moins bien marché, etc. Donc ça, pareil, ça nourrit vraiment la réflexion au niveau du projet Bigood. Après, sur les points éventuellement un peu plus négatifs, on a découvert aussi une certaine verticalité du coup dans les services de la métropole. On ne s'imaginait pas que c'était comme ça. On pensait qu'il y avait beaucoup plus d'échanges aussi entre les différents services d'une métropole. Alors, on sent que ça change. Hein. On sent que voilà, il y a une prise de conscience sur finalement la nature, c'est un intérêt pour le tourisme et inversement, par exemple. Mais au départ, c'est vrai que nous, ce qui nous paraissait assez naturel, de dire on va échanger aussi avec le tourisme, on va échanger avec plein de gens au sein de la métropole. On voyait que c'était un petit peu dur en fait de bouger les lignes. Mais bon, voilà, ça s'est fait aussi. Et donc là, encore une fois, grâce au travail de Vanda et de Nadine, je pense qu'il y a beaucoup de liens qui ont été faits avec les autres services. Et on espère que justement ce projet Foxtrot Bigood a initié aussi une collaboration à plus long terme entre les services de la métropole. Mais voilà, au début, c'était un petit peu dur, en effet. Merci, merci Charles. Et il faut aussi, et c'est je crois, le propre des éléments de bilan, comme cette série de webinaires se propose de le faire, de pouvoir aussi pointer les points d'amélioration, les enseignements qui ont été tirés dans les aspects positifs ou moins positifs parfois. Nous allons maintenant passer la parole à Sherazade Aboub. Bonjour Sherazade, vous êtes avocate spécialisée en droit des données publiques. Cette spécialisation vous a amené à travailler sur les montages innovants au cœur de nombreux projets de territoire intelligent. Nous allons parler data dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur les témoignages que nous avons entendus. Nous avons évoqué 2 formes d'achat possibles auprès de startups pour des collectivités dans un cadre avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'enjeux, beaucoup de données. 2 formes d'achat possibles, par concours d'une part, par appel d'offres d'autre part. On entend souvent dire qu'il est très difficile d'acheter de l'innovation lorsque l'on est un acteur public. On entend même dire que le code des marchés publics rend impossible ou presque le travail avec les petites entreprises pour des projets complexes et inscrits dans la durée. Alors, vous en avez l'expérience dans de nombreux territoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'en est-il vraiment? Pouvez-vous nous dresser un panorama rapide des formes d'achat possibles dans ces contextes? Et je crois que nous avons un petit support. Voilà, c'est à vous. Parfait. Merci déjà pour l'invitation. Bravo pour l'organisation de ces webinaires qui nous permettent de découvrir tous les contours de ce gros projet et surtout félicitations aux acteurs publics comme privés. Je suis ravie de découvrir encore l'inventivité dont vous savez faire preuve dans ces domaines, en tout cas pas évidents, autour de l'innovation et surtout il y a de ça 5 ans. On était là à ce moment-là et ce n'était pas si simple que ça. Pour répondre directement à votre question, Jacques, j'aimerais casser déjà une idée préconçue. Non, le droit n'est pas un frein à l'innovation et encore moins le droit de la commande publique. Et oui, il existe des solutions juridiques pour le montage de ces projets et ça fait justement plus de 7 ans qu'on le fait. Donc, la preuve, ça marche. Mais bien sûr, il y a des contraintes et il y a des freins que rencontrent au quotidien les entreprises. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut nier. Alors, il n'y a pas un seul et unique contrat pour construire un territoire intelligent. Et là aussi, nos retours d'expérience, et puis ce qu'on a pu constater lorsqu'on a rédigé le rapport dans le petit logo que vous ai mis à l'écran et sur lequel je reviendrai, on s'est rendu compte que là encore, il y avait beaucoup d'inventivité qui avait été faite par les collectivités. Avant de rentrer dans le détail du schéma, juste un élément aussi à rappeler, les grands contrats classiques de la commande publique sont également des contrats mobilisables. Ce n'est pas parce qu'à l'écran, on va voir des contrats bien spécifiques que pour autant, les DSP, les marchés classiques n'ont pas été utilisés. Au contraire, ils ont été utilisés pour mettre en place des clauses smart et souvent d'ailleurs dans des projets très sectoriels autour de la mobilité, de l'eau, des déchets, de l'assainissement. Donc, ces contrats-là fonctionnent.
Mais la slide que vous voyez à l'écran, elle nous permet, donc elle est directement issue du rapport que notre Alliance Data Publica a remis au ministère de l'économie en octobre dernier. Vous le voyez peut-être en tout petit, qui s'intitule « De la Smart City à la réalité des territoires connectés ». Et dans ce rapport, il y a ce schéma qui nous permet peut-être, on l'espère en tout cas, d'y voir un peu plus clair dans ces différents contrats innovants. Et donc, il y a déjà une séparation entre, vous voyez bien une colonne à gauche et puis une autre à droite. Et cette séparation, elle repose sur un élément majeur pour les juristes commande publique qui nous écoutent, c'est celui de la définition du besoin. C'est un critère qu'on utilise beaucoup en commande publique. Est-ce qu'on arrive ou pas à définir son besoin? C'est ça qui va nous permettre de déterminer si on peut lancer une vraie procédure formalisée. Et en fait, là où il y a le plus de problèmes, c'est sur cette colonne de gauche, qui est cette phase où justement, on n'est pas hyper sûr du besoin et on a besoin de le définir. Et on peut appeler cette phase la phase d'expérimentation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus prégnant dans les territoires intelligents aujourd'hui. Il y a plus d'expérimentation que de lancement de projets, comme vous le voyez sur la droite, très concrets par le biais de procédures formalisées. Et donc, dans ce schéma, on voit bien que la distinction n'est pas si évidente que ça. Il y a certains contrats qui sont réservés à des expérimentations. C'est le cas du marché de R&D, comme vous pouvez le voir. C'est le cas aussi d'accords informels. C'est le cas également du concours qui a pu être lancé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mettre dans la partie droite. Mais en tout cas, on voit qu'il y a finalement une frontière qui n'est pas évidente. Et d'ailleurs, c'était très intéressant d'entendre vos interventions, puisque ça a été dit à un moment, partenariat d'innovation, pas partenariat d'innovation, on a du mal à comprendre si vraiment on se situe à la limite, à la frontière de ce montage. Pour faire très rapidement, vous en voyez 4 quand même qui sont systématiquement utilisés dans le domaine des territoires intelligents: le marché public global de performance, le partenariat d'innovation, le marché innovant qui n'existait pas il y a 7 ans, mais youpi, il a été enfin consacré dans le Code de la commande publique en début d'année. C'était une expérimentation et c'est devenu un vrai marché qui permet de lancer en dessous de 100 000 € une commande innovante. Et c'est quand même relativement large, même si ce n'est pas forcément encore beaucoup utilisé. Et le partenariat d'innovation qui ressemble beaucoup au marché innovant, mais qui est beaucoup plus large dans son ampleur, puisque c'est un marché, moi j'aime bien dire 3 en 1. Il a un marché de R&D, plus la réalisation d'un démonstrateur, d'un POC ou d'une expérimentation. Et ensuite, on acquiert en général les résultats de cette expérimentation à la fin. L'appel à projet qui est beaucoup utilisé aussi pour avoir des idées, voire même parfois compléter un projet innovant. C'est le cas de la plateforme de Rudy à Rennes qui ne cesse de publier des appels à projets chaque année pour essayer d'apporter davantage d'eau à son moulin. Et puis, le marché public global de performance, vous en avez sans doute entendu parler, puisque Dijon Métropole ou Angers, qui avaient comme cœur l'éclairage public, ont rajouté des briques innovantes sous forme de tranches optionnelles, ce qui montre bien qu'on n'est pas hyper sûr du besoin et que le moment où on sera sûr, on pourra activer justement cette tranche optionnelle pour réaliser cette expérimentation. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas à l'écran tous les montages possibles. La preuve, il n'y a pas le concours dont on a parlé tout à l'heure, mais on pourra revenir si vous avez des questions, en tout cas sur les différents types d'achats qui peuvent aussi exister par ailleurs. Merci beaucoup, Maître Aboub. Une deuxième question, parce qu'au cœur du projet BeGood, il y a la donnée. La donnée, l'open data et l'utilisation de plus en plus massive des données par les collectivités, par les territoires, soulève de nombreuses questions, notamment en matière de protection, de propriété, d'hébergement, de souveraineté. Comment est-ce qu'une collectivité qui souhaite construire un projet qui repose sur de la donnée, on pense notamment à toutes les démarches, elles s'appellent comme ça ou pas, mais de type territoire intelligent, nouvelles applications d'information citoyenne, etc. Comment est-ce qu'une collectivité qui souhaite construire un projet qui repose sur de la donnée massive peut-elle procéder pour encadrer juridiquement les usages et pour répondre à ces questions qui sont de plus en plus nombreuses? Alors, effectivement, je rappellerai avant, et même si c'est peut-être une évidence pour certains des participants, que les enjeux autour de la donnée publique sont très nombreux. Nous y travaillons au sein d'une alliance qui s'appelle Data Publica et dont fait partie le cabinet Civiteo et le cabinet Parme. Ces enjeux, ils sont très nombreux. Il faut avoir une approche systémique. On va y revenir puisqu'on va appliquer la même approche en matière juridique. Une approche systémique où on a des enjeux éthiques, techniques, managériaux, environnementaux, démocratiques, politiques et juridique. Et sur la partie juridique,
j'aimerais bien réfléchir en 3 temps, puisque selon moi, il y a 3 réflexions à avoir pour intégrer ces enjeux-là. D'abord, il faut savoir comment est-ce qu'on va procéder. Ensuite, à quel moment est-ce qu'on doit avoir une idée, en tout cas, sur ces sujets juridiques, et puis quelle forme ça peut prendre. Comment procéder? Finalement, on a à l'écran, vous le voyez, le closier alors on ne le voit plus, mais ce n'est pas grave, le closier que nous avons rédigé pour le compte de la Banque des Territoires, où dedans figurent toutes les clauses contractuelles que l'on peut trouver aujourd'hui dans la majorité des projets innovants en France et qui parlent data. Et plutôt que de prendre le closier et de le copier-coller, il faut surtout, en tout cas moi j'insiste là-dessus, que vous vous dotiez d'une doctrine autour de la gouvernance de vos données au niveau local. Et cette notion de doctrine, elle est intéressante parce que justement, on comprend bien qu'il n'y a pas un mode d'emploi où il faut remplir telle case pour maîtriser ces données publiques, puisqu'il faut que les collectivités elles-mêmes, et c'est aussi un sujet pour les entreprises, on n'en parle pas assez, mais il faut que chacun de ces acteurs de la ville intelligente puisse s'approprier le sujet dans toutes ses dimensions. Et c'est là où j'en viens sur mon approche systémique, et qui figure dans ce guide, où finalement le sujet juridique autour de la donnée, ça n'est pas seulement le sujet du RGPD ou de l'open data, même si ces sujets-là sont importants. Et donc dans le guide, vous trouverez des enjeux qui peut-être à certains paraîtront évidents, l'enjeu du statut des données, on ne prévoit pas assez et on ne rappelle pas assez que les données ont un statut de données publiques, le sujet de la propriété des données, puisque maîtriser sa donnée, c'est en être propriétaire, le sujet de la transparence et de l'ouverture autour des données, l'open data, vous connaissez bien autour de cette table, et puis bien évidemment, comment est-ce qu'on protège les données des citoyens et des usagers du service public, et donc là, le sujet de la protection des données à caractère personnel. Mais ces sujets-là, j'ai envie de dire, ils sont assez classiques et c'est ceux avec lesquels on a commencé justement en 2015, au moment où vous lanciez votre projet. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que d'autres briques venaient s'ajouter. On a des briques, Jacques en parlait, autour de l'hébergement. C'est une question centrale, stratégique dans la maîtrise des données, mais pas évidente à trancher, puisque, bien évidemment, derrière, il y a un enjeu politique de souveraineté du territoire. Il y a des sujets liés à la sécurité des systèmes d'information, d'autant plus actuels qu'il y a une montée des cyberattaques. Il y a des sujets de droit de propriété intellectuelle, puisque la propriété intellectuelle, c'est le contenant. Toutes les données sont bien logées dans des endroits, elles sont logées en général dans des logiciels, des plateformes, il faut régir aussi ces conditions. Il y a des sujets de réversibilité, qu'est-ce qui se passe, comment on déverse les données à l'issue d'un projet dans le système d'information de la collectivité, puis d'autres sujets plus actuels autour de la sobriété. Comment est-ce qu'on peut avoir justement une vision autour de la sobriété numérique et des données. Donc, comment s'approprier ces différents enjeux? Vous comprenez bien que chaque territoire va établir un curseur différent et personne ne va se positionner parfois même de la même manière. Mon deuxième sujet, c'était de vous dire quand est-ce qu'il faut le faire. Bien, forcément, c'est là que les problèmes commencent parce que souvent, on m'appelle après. J'aimerais bien être appelée avant. Donc, aujourd'hui, j'en profite. N'hésitez pas à mettre ce sujet sur la table, bien évidemment, le plus tôt possible. On peut corriger le tir et passer par le biais d'avenants, mais ça donnera moins lieu à des freins et à des déceptions que de réussir à l'avoir dès l'origine. Et enfin, pour finir, quelle forme peut prendre une doctrine sur la gouvernance des données publiques? Alors là aussi, les exemples sont nombreux, mais aujourd'hui, j'aimerais mettre à l'honneur un exemple en particulier, puisqu'il s'agit d'un webinaire organisé par la métropole d'Orléans, mais je voulais quand même porter à votre attention le fait que la ville d'Orléans a lancé il y a quelques mois une consultation juridique dédiée à un sujet, et elle a choisi de mettre en avant le sujet des clauses data et souhaiter du coup insérer des clauses relatives aux data dans tous ces contrats. C'est important de le souligner puisque ce n'est pas tous les jours qu'il y a des consultations de ce type. Et surtout, la ville a fait un choix fort en souhaitant en tout cas garantir la pleine maîtrise des données de ces contrats et de ces services publics. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de travailler aux côtés justement de Nadine et de Vanda sur ce sujet-là, et ça n'est que le début, puisque nous venons de commencer. Et donc, nous verrons en tout cas dans les mois qui viennent, et peut-être qu'on fera un autre webinaire l'an prochain pour vous faire un retour sur le travail que nous avons en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sherazade. Je pense que c'est très clair, très intéressant pour l'ensemble de nos participants. Merci de faire ce panorama. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir balayer les choses comme ça en partant de cas très concrets.
qui sont ceux du projet Bigoud aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant rentrer dans la phase de questions-réponses. Deux manières pour poser des questions, soit dans le chat, soit en levant la main, où on n'est pas, si on est quand même assez nombreux. Alors, si vous allumez votre micro, prenez le temps de vous présenter et de poser, avant de poser votre question. Sinon, par le chat, n'hésitez pas. Le temps que vous prévoyez vos questions, moi j'aimerais revenir sur un point, peut-être Charles, si vous en êtes d'accord. On l'a évoqué très très vite tout à l'heure parce que c'est un aspect très inspirant dans le projet qui a débouché sur la création de Foxtrot, au-delà de l'objectif d'une application pour mettre en valeur le patrimoine local. Un point très intéressant, c'est la conception avec les citoyens qui a été au cœur, je crois, de la démarche. Alors, on s'éloigne peut-être un petit peu de la data, mais pas totalement, parce que c'est aussi la manière dont les données sont utilisées pour transmettre des recommandations à nos concitoyens, notamment à travers des ateliers de co-design. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc l'idée, en effet, c'était de partir, comme je disais tout à l'heure, d'une feuille blanche, donc vraiment d'analyser, dans le but de créer vraiment un nouveau service qui répond à un besoin réel des habitants. Donc de ce point de vue-là, en fait, l'idéal, c'est vraiment d'aller voir les habitants, en fait, d'échanger avec eux, de comprendre dans un premier temps leur rapport à la nature, qu'est-ce qu'ils appellent eux nature, à quel moment ils considéraient être en contact ou pas avec la nature. Donc ça, déjà, c'est un élément de veille. Donc, pour ça, on est allé vraiment interviewer des gens dans la rue à différents endroits de la métropole. Et puis aussi observer vraiment les différents comportements, les différents usages que les gens peuvent avoir des parcs, des forêts, etc. Ensuite, on a fait plusieurs ateliers. Donc ça, c'était des ateliers aussi bien quantitatifs que qualitatifs, voilà, pour comprendre la relation à la nature. Ensuite, on a fait plusieurs ateliers où on proposait certaines idées aux habitants. Donc, par exemple, dans les idées qu'on pouvait imaginer, c'était est-ce que vous seriez prêt à revégétaliser votre ville? Est-ce que la création de jardins partagés vous parle ou pas? Est-ce que la création de parcours de santé vous parle ou pas? Et donc, à chaque fois, à travers ces différentes pistes explorées, on obtenait justement des informations sur le positif, le négatif de chacune de ces solutions-là. Ce qui nous a permis ensuite de vraiment créer un atelier d'idéation où là, on a travaillé avec une quinzaine de citoyens. On leur a posé quelques contraintes, justement. Donc, par exemple, vous devez absolument utiliser telle donnée en open data ou telle autre donnée. Mis à part ça, après, vous êtes libre de créer le service qui vous inspire. Voilà. Donc ça, on a fait plusieurs groupes comme ça de citoyens. Et puis après, on a recoupé tous ces besoins-là, toutes ces bonnes idées pour finalement les passer au filtre de la faisabilité, on va dire, financière et technique de chacun de ces projets-là, de les compiler, et puis finalement, voilà, on en est arrivé à Foxtrot. Chose qu'on n'aurait jamais imaginé nous-mêmes si on était juste Eneo et Orléans autour de la table au départ, on n'aurait jamais imaginé cette solution-là, clairement. Merci, merci Charles, merci beaucoup. On va enchaîner par une question pour Sandrine Gérard. Vous nous avez expliqué le choix qui a été fait de ce concours. Encore une fois, on se replace en 2017. Maître Aboub nous a dit que d'autres formes étaient aujourd'hui possibles et des choses qui ont été nouvellement consacrées dans le code de la commande publique. Vous nous avez dit également que peut-être cette solution ne serait plus retenue si la consultation devait avoir lieu aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était assez, en tout cas, je me permets de le dire, ça semble être assez audacieux ce que vous avez fait, y compris dans la relation aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte? Comment ça s'est passé au sein de la collectivité, au sein de vos deux collectivités? Je crois que le Loiret pilotait un groupement de commandes pour le département et la métropole. Mais comment est-ce que ça s'est passé pour s'engager sur cette voie-là qui sortait quand même un petit peu des sentiers battus en matière d'achat public? Oui, alors oui, c'est il y a 5 ans, il y a vraiment presque jour pour jour, il y a 5 ans, et le contexte était vraiment particulier au département. On venait de connaître un changement majeur de management, du top management. Et vraiment, il faut avoir en tête que si on n'avait pas eu ce changement de culture où voilà, on avait une base de confiance, une injonction managériale et politique d'être dans la simplification, dans le droit à l'erreur, dans des relations de confiance avec le partenariat public et privé, c'était vraiment, vraiment très nouveau pour nous. Il est arrivé en 2016, la nouvelle équipe, et ce contexte était
prégnant. Et sans ça, je pense, et vous le dites, hein, de chercher un peu de l'audace, de ne plus avoir peur d'échanger avec des partenaires privés, voilà, en tout cas, oui, d'être dans la simplicité aussi. Alors, c'est vrai, hein, la procédure qu'on a choisie, elle est, un juriste pourrait dire, mais enfin, et d'ailleurs, le directeur de la commande publique qui est arrivé après ou en cours disait, oh là là, mais vous vous êtes mis dans une procédure assez compliquée, on pourrait faire plus simple. Bon, ok. Mais en tout cas, voilà, le contexte était, allez-y, connaissez le droit, mais utilisez-le au maximum. Et on a lu dans cet article concours architecture, on a lu le mot données, et on s'est dit, ben voilà, pour tout ce que j'ai exposé avant, qu'on pouvait tisser une relation de confiance, et ça s'est fait. Il faut retenir que c'est un marché négocié avec une extérité, il n'y a eu aucun avenant. C'est-à-dire qu'on était avec des tranches fermes, des tranches conditionnelles, etc. Ça, c'était une souplesse aussi, mais c'est un marché qui est passé vraiment où, et moi j'ai une expérience des marchés, hein, il n'y a eu aucun avenant de passé, que ce soit financier, délai, etc. Et tout ça parce que, en vrai, on est vraiment dans une relation de confiance, dans une souplesse, dans un processus itératif qui a enrichi tout le monde, je pense. Hein. Mais le contexte, c'est vraiment cette liberté offerte et cette autonomie aux directions du département pour dire, allez, osez. Merci beaucoup. Une autre question qui nous arrive, qui concerne un point qu'a simplement évoqué Maître Aboub il y a quelques instants, qui est celui de la propriété intellectuelle. Alors, en 2017, que ce soit dans le marché de la ville d'Orléans ou dans le concours piloté par le Loiret, nous avons eu l'occasion d'en parler lors de la préparation de ce webinaire, cette question n'a pas été traitée en tant que telle, que ce soit par rapport à ViaPro, ViaFacile ou Foxtrot. Aujourd'hui, on voit des collectivités non pas s'accaparer les droits sur des projets tels que celui-là, mais d'une certaine manière défendre aussi une part de propriété intellectuelle pour leur compte en tant qu'acteur public. Alors, est-ce que c'est quelques cas isolés, mais qui ont fait couler un peu d'encre chez Razad Aboub, ou est-ce que c'est une tendance générale que vous observez? Et en quoi est-ce que ça consiste, pour le coup, ce partage de propriété intellectuelle entre acteurs publics et acteurs privés? Alors là, on touche à un élément central à la fois du modèle économique des entreprises. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à avoir une approche très nuancée sur le point. Il y a deux objectifs qui ne sont pas les mêmes côté public et côté privé. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Côté public, votre objectif, c'est que la propriété intellectuelle ne constitue pas un frein pour qu'au terme du contrat, vous soyez empêché de récupérer les données. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu systématiquement. Donc, premier élément. Et le deuxième objectif, c'est que si vous avez co-construit et que vous avez vraiment été étroitement associé à la co-construction d'une innovation, il faut que vous en retiriez des droits de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, les collectivités, puisque ça fait 7 ans maintenant qu'on insiste sur ce sujet de la maîtrise, d'une meilleure maîtrise, souhaitent également maîtriser leurs innovations. Et c'est à ce titre que je trouve ça utile de récupérer des droits de propriété intellectuelle. Mais attention, de l'autre côté, les enjeux côté privé ne sont pas les mêmes. L'opérateur doit pouvoir, on en a parlé justement, recommercialiser la solution. Son objectif, ça n'est pas de la faire qu'une seule fois et de vous céder tous les droits et d'être dans l'impossibilité ensuite de la faire ailleurs, parce que ça n'aurait pas de sens. En plus, vous cédez les droits, ça signifie que ce serait vous qui commercialiserez, donc ça n'a pas de sens du tout. Donc, il faut laisser l'opérateur, au contraire, conserver des droits de propriété intellectuelle. Et c'est en cela où je dis qu'il faut trouver un équilibre. Et en l'occurrence, concernant le projet dont on a parlé aujourd'hui, on l'a entendu, il y a quand même des montants qui sont importants, qui sont mis sur la table. Il y a une vraie co-construction qui s'est élaborée. Donc là, il y a du sens à ce qu'effectivement, il y ait un partage de droits de propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Je crois que c'est un point qui est très important et très intéressant pour toutes les personnes qui participent à ce webinaire. Nous avons une autre question. Alors, peut-être je vais la poser à Edith Nuss en précisant que la question qui nous est posée par Valérie sera justement au cœur du prochain webinaire. Vous avez lâché le mot tout à l'heure, Edith. Vous avez parlé de Waze, de données qui partaient chez Waze. Et on nous pose la question de savoir si, en fait, ViaFacile n'est pas un concurrent de Waze, si vous ne vous attaquez pas là à quelque chose de tout à fait énorme. Hein. Waze, chacun le sait ou ne le sait pas d'ailleurs. Il y a 15 millions de Français utilisateurs de Waze. Tout le monde ne sait pas que Waze appartient au groupe Alphabet, à la famille de Google. Est-ce que ViaFacile est un concurrent de Waze ?
Alors, non, on va pas dire ça parce que Waze de toute façon, on n'aurait pas les moyens en termes de marketing de concurrencer Waze qui est valorisé justement 1 milliard, donc on n'en est pas là. Je pense qu'il y a une complémentarité, c'est-à-dire qu'on a des données que Waze n'a pas et Waze a des données que nous n'avons pas. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme finalement avec toutes les autres sources, de se dire, il y a un deal gagnant-gagnant à faire. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a, c'est-à-dire qu'on envoie des données à Waze qu'ils n'ont pas, et Waze nous envoie des données que nous n'avons pas. Et donc, et Via Facile, dans ces cas-là, est en effet un concurrent de Waze, mais ce que fait Via Facile, il fait du calcul multimodal, ce que ne fait pas Waze, qui est vraiment orienté automobiliste. Et donc, Via Facile est plus destiné à ceux qui veulent prendre les transports en commun ou aux collectivités qui veulent mettre en avant justement le transport public au détriment de la route. Mais je crois que chacun a sa position. Ce ne sont pas des concurrents. C'est très intéressant et encore une fois, on y reviendra très longuement lundi prochain parce que je pense que c'est normal que ça suscite des questions et ce n'est pas banal d'être dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Edith, peut-être la prochaine question est également pour vous, c'est de savoir si la solution ViaPro est aujourd'hui utilisée par les services opérationnels du département du Loiret et par ceux de la métropole d'Orléans par rapport aux travaux notamment. Alors oui, pour la métropole d'Orléans, en fait, ViaPro est utilisé par les compagnies de BTP, les entreprises comme Eurovia, Colas ou TPVL, qui, alors justement, je pense que c'est ce dont parlait Maître Aboub sur les accords de données, c'est-à-dire que peu à peu, les entreprises vont être obligées de mettre à jour les travaux sur ViaPro, des travaux qu'on récupère des arrêtés d'Orléans, afin qu'ensuite, ce puisse être envoyé au système d'information géographique de la métropole et transmis aux citoyens et aux riverains pour qu'ils soient au courant le plus tôt possible des travaux en cours ou prévus. Et pour ce qui est du département du Loiret, les agences territoriales utilisent ViaPro justement pour mettre à jour les travaux qui sont en cours, qui sont eux-mêmes envoyés à Waze, et puis aussi être informés et avoir un historique de toutes les perturbations qui arrivent sur le réseau départemental. C'est extrêmement intéressant. On voit qu'on a cheminé, on est assez loin de l'open data en vérité, même si le programme Bigoud au départ part de l'open data, parce que la chaîne qui est dessinée là, c'est que sous réserve d'un complément, Maître Aboub, ou si Nadine Poisson de la ville d'Orléans souhaite compléter, on voit que dans ces relations contractuelles aux entreprises, la métropole d'Orléans demande aux entreprises de fournir des données qui elles-mêmes vont alimenter le système d'information utilisé ensuite par la collectivité et déployé dans le cadre de Bigoud. On a un petit peu une chaîne complète de maîtrise de la donnée. C'est bien ça, Maître Aboub ou Madame Poisson? Je laisserai Nadine compléter quand elle pourra se connecter, mais la boucle est bouclée, effectivement. Vous avez dévoilé notre plan. Nous avons prévu de mettre dans les contrats le lien direct vers cette solution. Elle existe, il faut absolument l'optimiser. Oui, alors je confirme effectivement que l'alignement en fait, entre les outils internes d'Orléans Métropole et de la ville est extrêmement important. Les services techniques connaissent parfaitement le SIG MAPO et il a été extrêmement utile pour que la boucle fonctionne, toute la chaîne complète des données, que les données saisies par les entreprises en temps réel utiles sur le terrain soient sourcées et utilisées en interne par les outils internes. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. On voit qu'il faut du temps pour aller vers ce type de système intégré. Il n'y a pas beaucoup de collectivités aujourd'hui en France à tenir l'ensemble des bouts de la chaîne de données de ce type-là. Les leurs, oui, sans doute, en interne, mais des données de partenaires aussi sensibles que l'ensemble de vos opérateurs d'un côté, avec des clauses contractuelles sur la data. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, un opérateur tel que Waze, par exemple. Nous allons en reparler très, très vite. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Il m'appartient de vous annoncer justement le webinaire de lundi prochain à la même heure, à 11 h, sur le sujet de la donnée et de la coopération avec un partenaire international, donc en l'occurrence Waze. C'est un sujet qui, nous le savons, intéresse beaucoup de monde et nous avons ici un cas particulier qui est particulièrement abouti. Nous recevrons la semaine prochaine à nouveau Edith Nuss pour Nextérité, Sandrine Eugène, directrice des infrastructures du département du Loiret,
Émeric Seguin, chef d'agence Eurovia d'Orléans, et Myriam Limpens, qui sera notre témoin extérieur, qui est la directrice de la recherche et du développement de la métropole européenne de Lille, qui a également signé un partenariat avec Waze. Nous recevrons aussi, ce qui est assez exceptionnel, un représentant, en l'occurrence une représentante de Waze, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Vanessa Giorno, qui est la directrice des partenariats de Waze pour l'Europe et le Moyen-Orient. Vous serez certainement nombreux à vouloir l'entendre et, le cas échéant, à lui poser des questions. Il me reste, au nom des organisateurs, à vous remercier et à remercier tous nos participants. Et puisqu'il s'agit maintenant d'un feuilleton, il me reste à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui.